Alors, la France peut-elle redevenir un acteur majeur à l'international? C'est la question que nous allons aborder ici, à la Porte de Versailles à Paris, en direct du Salon de l'Agriculture. Et j'ai le plaisir d'accueillir Matthias Fekl. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Face à vous, Thierry Blandinière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Invivo. Alors, Invivo, il faut rappeler. C'est un groupe coopératif qui réunit 223 coopératives, qui est très présent à l'international, qui réalise un chiffre d'affaires de 5,7 milliards avec 9000 salariés. Avec notamment un département pour le vin. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Girard. Bonjour. Bonjour, je suis le directeur général d'Invivo Wine. C'est le nouveau né du groupe Invivo, puisqu'on a un an, pas tout à fait un an d'ancienneté. On est très volontaire pour le développement international, justement. Bon, Matthias Fekl, on va démarrer par ce fameux accord TAFTA. Enfin, on va l'appeler TAFTA. Il faut comprendre quoi? Il y a une négociation d'un côté entre l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et l'Europe. Ce que je ressens souvent, c'est que les parlementaires que je reçois ici autour de cette table disent « on ne sait rien sur cette négociation ». Pourquoi? Alors, d'abord, il y a des négociations avec le Canada d'une part, les États-Unis d'autre part. Et celles avec le Canada sont achevées et elles se sont globalement très bien passées, y compris pour notre agriculture, avec la reconnaissance des indications géographiques, avec un accès au marché public très important. Et c'est d'une certaine manière l'anti-TAFTA, c'est-à-dire que les Canadiens ont été très à l'écoute et c'est un accord qui s'est fait avec de chaque côté des aspects positifs. Avec les États-Unis, aujourd'hui, ça se passe de manière très différente, dans une grande opacité, effectivement. Vous savez que jusqu'à il y a quelques semaines, pour consulter les documents, il fallait aller à l'ambassade des États-Unis. J'ai exigé de la part des autorités américaines que les documents puissent être rendus accessibles par les autorités françaises. Et désormais, les documents sont accessibles à tous les parlementaires français dans les mêmes conditions que pour les autres parlementaires européens, allemands notamment. Vous savez que le Bundestag a beaucoup de pouvoir et j'ai souhaité qu'il y ait le même degré d'accès à l'information pour les parlementaires français. C'est évidemment très insuffisant en termes de transparence. C'est mieux qu'avant, mais c'est très insuffisant. Moi, si vous voulez mon avis personnel, il faudrait que l'ensemble des données soient quasiment de l'open data, parce que les citoyens ont le droit de savoir, et dans une négociation commerciale, les gens ont le droit de savoir ce qui est négocié en leur nom. Ensuite, moi j'ai eu l'occasion déjà en fin d'année dernière de dire de manière extrêmement claire quelles étaient les exigences de la France dans cette négociation. Et nous négocions avec les États-Unis, avec des partenaires et des amis, mais aussi entre puissances qui ont un certain nombre de choses à faire valoir. Et parmi les choses que nous avons à faire valoir, il y a l'agriculture. C'est ce que j'ai appelé la diplomatie des terroirs, que, avec Stéphane Le Foll, nous portons haut et fort dans toutes les négociations. Et aujourd'hui, les choses ne bougent pas. Il n'y a pas d'écoute et de répondant dans ces négociations. J'ai indiqué déjà en fin d'année dernière, et c'est la position de la France, que si les choses ne bougeaient pas, nous en tirions toutes les conséquences, y compris en demandant la fin de ces négociations. La France ne signera pas d'accord si c'est un mauvais accord, et elle n'acceptera pas un accord qui se ferait sur le dos de nos intérêts, et en particulier sur le dos de notre agriculture. C'est le secrétaire d'État au commerce extérieur qui vous le dit, c'est aussi l'élu d'un territoire rural, Lot-et-Garonne, et donc à ces deux titres, je suis extrêmement attaché à ce sujet. Parce que le monde agricole est inquiet. Les représentants des professionnels agricoles que l'on reçoit ici montrent une inquiétude par rapport à l'implication ou les conséquences négatives de cet accord sur l'agriculture. Mais je les comprends et c'est pourquoi je vous dis que ces inquiétudes-là, elles sont entendues. Moi, je ne fais pas partie ni des bénis oui-oui, ni de ceux qui pensent que naïvement tout accord est forcément bon. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord, il y a une négociation. Et si les choses se passaient comme avec le Canada, où on reconnaît nos indications géographiques, où on reconnaît nos appellations, on reconnaît nos produits du terroir, etc. Dans ce cas-là, c'est positif parce qu'il y a des intérêts à faire valoir aussi. Si on ne veut plus avoir demain du champagne de Californie, des châteaux ceci et cela créés aux États-Unis, on doit négocier. Mais encore une fois, pour cela, il faut que les Américains bougent de manière très importante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on a la chance d'avoir une entreprise qui participe grandement à l'exportation des produits agricoles. Concrètement, vous êtes présent dans plusieurs pays, dans combien? On est présent dans 46 pays. Pour revenir sur les remarques des relations avec les États-Unis, il me semble qu'il y aurait un prérequis incontournable, et j'ai bien entendu le message, c'est de faire reconnaître les IGP, les AOP, les AOC aux États-Unis comme au Canada, parce que c'est à partir de ce levier qu'on pourra exporter la valeur ajoutée française de la ferme France
Et ça me semble très important sur un marché américain qui est très, très important. Et on peut créer beaucoup plus de valeur ajoutée sur ce marché. Et dans le vin, on a un sujet, on y reviendra, comment repartir à la conquête du marché américain après toutes les parts de marché perdues, effectivement. Pour ce qui s'agit d'InVivo sur le blé, on a un enjeu très important sur les céréales. On exporte 30% des céréales françaises avec InVivo Trading. Et là, on a un enjeu de qualité en France, c'est-à-dire de remonter la qualité du taux de protéines de blé en France pour pouvoir répondre aux attentes et aux demandes des marchés internationaux. Et là, il y a un enjeu qualitatif, comment produire plus et mieux en France et comment essayer de retravailler avec l'agriculture de précision une capacité à monter en gamme pour mieux valoriser le blé français. Et ça renvoie aussi aux relations avec les associations, avec l'environnement. Comment augmenter le blé aujourd'hui en termes de qualité, c'est augmenter le taux de protéines. Pour augmenter le taux de protéines, c'est rajouter un petit peu d'engrais azotés. Donc tout ça, ça renvoie à des réglementations européennes et françaises qui demanderont certainement à être modifiées si on veut être compétitif à l'export demain et continuer à exporter le blé français. Je rappelle qu'1 tonne sur 2 produite en France doit être exportée. Vous avez bien conscience de cela, du poids de l'agriculture à l'export? C'est notre deuxième excédent commercial. On a une balance commerciale qui est largement déficitaire, même si ça s'améliore depuis 4 ans, ça reste très important. L'agriculture et l'agroalimentaire, c'est le deuxième excédent commercial français, plus de 9 milliards d'euros d'excédent, juste après l'aéronautique, qui est le premier excédent commercial. Donc évidemment, c'est un poids massif. Et j'en profite pour rappeler que l'agriculture française est une agriculture ouverte sur l'Europe et ouverte sur le monde. Je le dis à tous ceux qui veulent faire croire à nos agriculteurs qu'il y a un avenir pour eux en s'abritant et en se coupant du monde. C'est faux. Ce serait la fin de l'agriculture française et ce à brève échéance. Nous sommes reconnus et appréciés dans le monde entier et dire le contraire, c'est mentir aux agriculteurs de France, c'est jouer sur leur peur et c'est leur promettre de très mauvais lendemains. Thierry Blandinière, non seulement vous exportez, mais vous implantez aussi à l'étranger. Alors l'enjeu pour l'agroalimentaire français et l'agriculture, c'est d'être présent dans les pays émergents pour capitaliser sur la croissance et la consommation dans ces pays. On peut parler du Brésil, on peut parler du Mexique, on peut parler de l'Asie. Et là, nous avons investi dans des sociétés sur place pour notamment développer la nutrition santé animale, parce qu'on pense que le marché de la protéine va se développer énormément dans ces pays-là. Et donc pour les accompagner, on apporte tout le savoir-faire français porté par InVivo pour capitaliser sur cette croissance naturelle et ainsi remonter des dividendes en France, réinvestir avec ces dividendes dans la numérique, dans l'agriculture de précision pour rendre plus compétitive l'agriculture française. C'est ce cercle vertueux économique qu'on est en train de créer chez InVivo. Alors au-delà de gauche comme de droite, mais c'est vrai que pour les anciens présidents, on avait du mal souvent à faire venir avec des exportateurs de blé, des exportateurs de vin. L'agroalimentaire était parfois oublié. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est oublié? C'est-à-dire, est-ce que réellement les chefs d'entreprise agricoles et agroalimentaires font partie des voyages officiels? Oui, bien sûr. D'abord, ils font partie de toutes mes délégations et dans quasiment tous les déplacements, il y a des temps spécifiques sur l'agriculture et l'agroalimentaire. J'appelais ça tout à l'heure la diplomatie des terroirs. Ça veut dire des choses très concrètes. Défense des IGP, défense des appellations, accès au marché, levée d'embargo avec beaucoup de succès qui ont été obtenus dans le courant de l'an dernier pour trouver des débouchés. Mais c'est vrai à mon niveau, c'est vrai aussi au niveau du président de la République. On était ensemble la semaine dernière en Amérique latine et dans tous les entretiens, il a eu à cœur de défendre l'agriculture. Vous savez qu'il y a des négociations commerciales très importantes qui sont engagées entre l'Union européenne et le Mercosur, avec aussi des enjeux agricoles forts. Et dans ses expressions publiques et dans les entretiens avec les chefs d'État, il n'a eu de cesse de rappeler les sensibilités agricoles françaises et les priorités en la matière. Donc l'agriculture française, elle est défendue d'ailleurs au-delà des alternances politiques, parce que c'est un secteur d'excellence, c'est un secteur qui est au cœur de ce qui fait notre pays et de ce en quoi les Français se reconnaissent. Alors, vous avez créé un département vin, pourquoi? Alors, on cherche des relais de croissance et on est arrivé devant une question qui est la filière vitivini, donc française. Et on a observé qu'à l'international, on reculait beaucoup dans beaucoup de marchés. Je crois que Bertrand y reviendra, notamment les États-Unis. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, il y a 30 ans, on était c'était le premier pays qui consommait du vin français. 30 ans après, on devient le 5e, je crois, on y reviendra, voire 6e. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas su comprendre le marché américain pour adapter notre offre. Il y a tout un enjeu de reconstruire des marques, de repenser différemment aussi la viticulture française pour aller à la conquête de ces parts de marché perdues. Et donc, on s'est pleinement mobilisé au niveau d'InVivo devant des coopératives qui sont
de petite taille, sauf la première d'entre elles avec qui on s'est associé, Vinadeis, pour porter le projet. On a fait le constat qu'il fallait qu'on soit plus fort ensemble, qu'on s'associe avec ces coopératives pour pouvoir investir plus dans des outils commerciaux à l'exportation, pour pouvoir créer des marques, financer des marques et valoriser donc l'offre française à l'international. Donc c'est vraiment un projet collectif d'union nationale, union sacrée nationale, autour de cette filière viticole qui certes n'est pas en crise, il faut le dire, mais préparons l'avenir dès maintenant, il y a de la sérénité, travaillons dans la sérénité et puis organisons les relais de croissance de demain ensemble. Bertrand Girard, c'est vrai qu'on a laissé partir des parts de marché dans le vin à l'étranger? Oui, c'est particulièrement vrai. Alors, il faut toujours faire les vins et les spiritueux, il faut parler des deux et après analyser un petit peu. Je dirais c'est le joyau France qui brille sur le globe depuis des années et qui éclaire l'histoire de ce que c'est faire la France de mieux en termes de vin et spiritueux. En même temps, il faut qu'il éclaire l'avenir parce que le vin et spiritueux, c'est très challengé. C'est un marché particulièrement compétitif. Ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est presque 10 milliards d'euros d'exportation. Maintenant, quand on regarde les 10 milliards d'euros, on se rend compte que là-dedans, il y a les champagnes, il y a les spiritueux qui sont des produits merveilleux. Et quand on regarde le vin tranquille, comme on dit, on se rend compte que finalement, la part de l'export des vins français, et quand on regarde l'équation volume-valeur, en valeur, on reste les grands leaders par toute la finesse de nos vins, leur complexité, leur renommée, leur qualité. Quand on regarde l'équation valeur, on a perdu un terrain fantastique. D'ailleurs, ça se traduit dans les hectares qui sont les nôtres. Hein. On est passé de plus du million d'hectares à 800 000. On regarde les hectos. Il y a 100 ans, on faisait 70 millions d'hectos. Alors, je ne dis pas que c'était les meilleurs hectos. Aujourd'hui, on en fait 45. Et on regarde la progression de la concurrence. Il y a 100 ans, l'Australie faisait 100 000 hectos de vin, ils en font 10. Le Chili en fait autant. Donc il y a une compétition mondiale qui est forte. Et donc la clé, c'est de comprendre le consommateur, l'évolution des goûts, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en même temps être fier de ce qu'on fait, mais en même temps en ayant un abord, je dirais, d'écoute des marchés, de savoir ce qui s'y passe. Et là, le projet qu'on mène et qu'on développe, c'est d'aller reconquérir cette part de marché avec des marques, avec des offres pertinentes, avec une écoute du consommateur, avec des dispositifs commerciaux, marketing puissants. Et ça, c'est la capacité qu'on a au sein d'Invivo. On l'a dit tout à l'heure, hein, 9 000 salariés, plus de 100 filiales, ou 46 pays, etc., etc., etc. On exporte du vin dans 70 pays, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille à la conquête encore plus férocement, je dirais. Et la France, elle a toute sa légitimité, toute son histoire, toute sa force, toutes ses compétences. On a tous les éléments du puzzle. Ce qui nous manque, probablement, c'est de la lisibilité dans nos marques, dans notre offre. Et on peut être fier des AOP, fier des IGP, fier des marques, ce n'est pas le sujet. Mais il faut être plus fort à l'étranger, par des réseaux de distribution, par des styles de vin qui soient parfois adaptés. Et c'est tout l'enjeu qu'on a pour faire vivre le cœur qui bat de nos viticulteurs et de notre viticulture française. On a tous les éléments du puzzle, il faut être en conquête, en permanence. Et très en vigilance par rapport à une compétition qui est rude. Hein, parce que on produit aujourd'hui 260 millions d'hectos sur la planète vin mondiale. Hein. La France n'en fait que 45. Et quand on enlève ce qui va au cognac et ce qui va au champagne, il ne reste que 32 ou 33. Hein. Donc ces hectos-là, ces litres-là, ces bouteilles-là, il faut les soigner, il faut aller chercher les marchés. Et c'est tout l'enjeu. Alors c'est vrai que durant des années, on a vu le marché du vin qui progresse. Je crois qu'il continue à progresser, non, à 2% par an. Le marché mondial de consommation. Oui, de consommation. Et nous, on a arraché quand même, on a reculé. C'était quoi les erreurs? Que le marketing ou aussi une non-prise de conscience de la valeur de la viticulture française? Moi, je ne veux pas faire les analyses de l'histoire. Je veux juste faire les constats qui sont les nôtres. Il y a des gens plus qualifiés que moi pour faire l'analyse historique, politique, idéologique, tout ce que vous voudrez, dogmatique parfois. Moi, mon sujet est plutôt de dire la France a toute la légitimité par le vignoble qu'elle a aujourd'hui. Elle a tout le savoir-faire, toute région confondue, avec des bulles, du vin tranquille, dans tous les sujets. Elle est très, 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 très reconnue. Elle est même attendue avec ses offres de vin. Donc le grand sujet, il est la conquête internationale. Quel vin, quel dispositif, comment on va aller chercher les marchés, quel réseau de distribution on va aller peut-être s'approprier, comment on va mieux exister. Parce que si on regarde les 10 premiers marchés du vin de consommation mondiale, et j'enlève la France, même s'il faut bien s'occuper de la France, on regarde les États-Unis, on est, Thierry l'a dit tout à l'heure, le 5 ou 6e en volume. On reste le premier ou le deuxième en valeur. Personne ne va faire la compétition avec les grands châteaux bordelais ou bourguignons. Mais en volume, ce qu'on appelle le popular, le premium popular, les vins à 10, 15 $ sur un rayon, à 1500 yens au Japon, à 200 yuan en Chine, à 9 ou 10 livres en Angleterre, on a disparu du rayon.
allons à la reconquête de ça. Il y a de la valeur à prendre pour faire vivre une viticulture de manière saine et durable. Et en même temps, on fait plaisir à un consommateur. Donc on aurait tort de se gêner. Mathias Feckel, comment vous pouvez aider les entreprises justement à reconquérir des parts de marché? Alors d'abord, il y a un aspect très concret, et je profite de votre antenne pour le dire, c'est que toutes mes délégations sont ouvertes. Et y compris, bien sûr, aux viticulteurs. Ça a déjà été le cas dans beaucoup de mes déplacements. Il ne faut pas hésiter parce que ça veut dire derrière avoir accès à des décideurs politiques, économiques. Ça veut dire avoir des événements, de la promotion. Et c'est très important. Ensuite, il y a toute une stratégie. Il y a d'abord la question de l'accès au marché. Ça veut dire des taxes qui existent encore dans beaucoup de pays et qui, effectivement, pour les vins jusqu'à 10 ou 15 euros, là, c'est fatal. Quand vous avez des taxes élevées, vous ne pouvez pas tenir la concurrence avec les vins du Nouveau Monde, comme on dit, notamment. Ça suppose un travail diplomatique pays par pays qui est mené, mais qui prend du temps. Il faut aussi le reconnaître. Et puis ensuite, il y a faire savoir. Il y a de l'excellence française, et ce, dans tous les terroirs. Il y a de présenter cette offre-là, d'être capable aussi de la structurer, d'y aller ensemble, que la filière travaille de manière coordonnée, et c'est le cas. En tout cas, le gouvernement, les différentes autorités, avec Business France, avec Sopexa, sont totalement mobilisés pour ça. Et puis, il faut insister aussi en permanence sur le fait que le vin est un produit de civilisation et n'est pas un produit à stigmatiser ou à mettre de côté. Donc, je parle du vin là en particulier, mais c'est vrai pour toutes les productions françaises. Et encore une fois, Stéphane Le Foll et moi et tous ceux qui se déplacent à l'étranger ouvrent les délégations aux agriculteurs, au secteur agroalimentaire pour les accompagner dans les différents pays. On a obtenu des levées d'embargo. On travaille sur l'accès au marché et on pourrait lister l'ensemble des pays et on est disponible. Il faut nous saisir des difficultés, on les connaît bien souvent et ensuite avancer. Si je peux me permettre un commentaire complémentaire, c'est que en complément de ce que vous venez de dire, monsieur, il y a une taille d'acteurs pour être dans la bataille mondiale qui est un élément crucial. Les 8 ou 9 premières sociétés qui vendent du vin sur la planète, et je ne parle pas des spiritueux, sont toutes anglo-saxonnes, sans exception. Qu'est-ce qu'on attend pour faire un géant français du grand commerce de vin qui soit le porte-voix de ce qu'on sait faire? Regardez la plaine derrière, il manque quelques vignes, mais néanmoins, regardez nos campagnes, on a tous les éléments, sauf que le porte-voix, c'est des organisations économiques fortes, et c'est là où, avec le groupe InVivo, on doit, parce qu'il faut les moyens, il faut les compétences, il faut les réseaux, il faut le poids pour être dans un rapport avec les grands clients, les grands réseaux de distribution, qu'ils soient spécialisés ou plus ordinaires, je dirais. Ben, il faut avoir un rapport équilibré et c'est la taille qui est le jeu. Thierry Blandiner. Juste pour compléter, la crise que l'on vit aujourd'hui en France, c'est qu'on raisonne trop franco-français. On a le monde qui est devant nous, et on raisonne local. Bien sûr qu'il faut faire du local. Nous-mêmes, on fait des magasins locaux, on ferait d'ici, etc. Il y a un marché. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est de regarder le monde tel qu'il est, de regarder les opportunités de croissance et d'adapter aussi quelque part notre agroalimentaire ou notre agriculture pour répondre à ces attentes et trouver le bon positionnement. Sur un positionnement premium, je prends l'exemple du vin. Le prix moyen d'une bouteille aux États-Unis, c'est 7 $ en moyenne, en prenant les grands crus jusqu'au premier prix. En France, le prix moyen, c'est moins de 3 €. Donc vous imaginez que les entreprises américaines qui sont sur le marché américain et qui arrivent à valoriser à 7 $ gagnent beaucoup plus d'argent que l'entreprise française qui reste dans son coin et qui essaye de vendre à 2 € chez Monsieur Leclerc. Donc là, il y a un enjeu de remonter en gamme et d'aller à la conquête du monde parce que ça permettra au marché français mécaniquement de se valoriser. Mais c'est un combat de 10 ans, c'est un vrai plan stratégique. Et pour ça, il ne faut pas que l'export soit une variable d'ajustement, il faut que ça devienne le cœur du moteur du dispositif agroalimentaire agricole français. Mathias Feckel. Ça vaut pour beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs. Il faut totalement intégrer cette culture de l'international, y compris dans nos petites et moyennes entreprises. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, en faisant le tour de France des PME exportatrices, et donc, encore une fois, y compris dans l'industrie et dans d'autres domaines. On est dans un monde aujourd'hui où l'économie est mondialisée. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait, bien au contraire, il faut inventer des règles mondiales, il faut inventer une puissance publique à ce niveau-là, mais ça veut dire aussi qu'il faut totalement s'inscrire là-dedans et qu'on a globalement à y gagner parce qu'encore une fois, nous sommes exportateurs, nous sommes réputés et reconnus et souvent attendus dans le monde entier là-dessus et il faut y aller. Alors, les filières doivent se structurer, beaucoup le font et puis les pouvoirs publics doivent accompagner tout cela de manière très forte.
Alors nous sommes presque au terme de cette émission. Thierry Blandinière, vous avez derrière des coopératives vinicoles et viticoles. Comment vous les amenez à aller dans ce sens-là? D'abord, on a lancé un projet à 10 ans qui s'appelle 2025 by InVivo et qui explique très clairement le chemin à suivre et les différentes étapes. Donc on doit donner des preuves chaque année qu'on est dans la bonne direction parce qu'il faut démontrer, il faut prouver, il faut démontrer, il faut délivrer. Et donc on a séquencé notre plan de développement et chaque année, on a des points de rencontre avec nos coopératives pour leur dire voilà, on vous avait annoncé qu'en phase 1, on serait à tel niveau. Voilà, on est en avance, on est en retard, voilà comment on va corriger le tir. Donc on leur montre le chemin et on leur montre qu'il y a une voie possible de succès. Et ça, c'est très fédérateur. Bon, ça demande beaucoup de pédagogie, beaucoup de réunions sur le terrain. Mais quand on porte un projet dynamique, ambitieux, on est très optimiste et on est fédérateur. D'accord. Mathias Feckel, merci beaucoup. Merci à vous. Thierry Blandinière, merci. Bertrand Gérard, merci beaucoup. Et puis merci à vous.